nous avons voulu spécialement organiser ce lancement de campagne. Nous aurions pu l'organiser comme un peu traditionnellement dans un hôtel parisien au milieu de la région, au centre de la région de France. Nous avons voulu spécialement et de façon symbolique l'organiser dans ce que nous appelons les quartiers délaissés, d'Île-de-France. Et nous sommes à plus de 40 km de Paris, dans le sud de l'Essonne, et c'est déjà une volonté symbolique de notre part de venir ici. Ensuite, nous sommes à Étréchy. Étréchy, en elle-même, cette petite ville, ce bourg en lui-même, est déjà symbolique. D'abord, nous y avons des conseillers municipaux du Front National depuis l'année dernière, et c'est eux, évidemment, qui nous ont aidés à réaliser cette journée d'aujourd'hui, avec, évidemment, la secrétaire départementale de l'Essonne, Audrey Guibert, qui a organisé tout cela et qui organise, bien entendu, le meeting de ce soir à Arpajon. Cette ville d'Étréchy est malgré le fait qu'elle soit le long de la nationale, est quand même toujours un bourg calme, agréable à vivre, mais de plus en plus habité, encore une fois, c'est le livre de Christophe Guilly, La fracture française, par des familles qui voient qu'elles ne peuvent plus vivre à Paris, qu'elles ne peuvent plus vivre dans la proche banlieue, et qui veulent aller plus loin, chercher des endroits où, pensent-elles, elles vont pouvoir... moi, je pense que c'est la principale motivation, éduquer leurs enfants dans des classes, dans des collèges, dans des lycées, même des écoles primaires, où l'éducation nationale peut encore véritablement jouer son rôle. On voit ça dans toute la France, on voit ça spécialement en région parisienne. De temps en temps, et même très souvent, ces familles sont obligées d'aller plus loin, d'aller dans Loiret, dans l'Aisne, dans l'Oise, nous connaissons tout cela, mais Étréchy, c'était déjà cela. Alors Étréchy a donc une particularité supplémentaire, c'est que juste à côté, il y a ce petit village encore plus petit d'Auvers, Saint-Georges, dans lequel il y a ce moulin de veau, et nous avons déjà parlé de ce moulin de veau tout à l'heure, et lui, ce moulin de veau, il est encore plus symbolique d'une volonté du gouvernement, d'une volonté du personnel politique, une volonté que ce soit du Parti Socialiste ou de l'UMP, opérer une sorte de mitage du territoire français, de répartition des clandestins, des très très nombreux clandestins qui arrivent sur notre sol. Déjà, avec les populations roms très importantes qui sont venues dans la région parisienne, la ville de Paris a eu à sa charge des mineurs prétendument sans parents qui étaient de plus en plus nombreux. Et Madame Hidalgo, un jour, a été obligée de dire au ministère de l'Intérieur que le budget de la ville de Paris, sur ce point-là, allait exploser. Et c'est à partir de ce moment-là, notamment, que le ministre de l'Intérieur a pris la décision de disperser un peu dans toute la France, et notamment en Bretagne, dans l'ouest de la France, ces mineurs isolés, prétendument isolés et quelquefois prétendument mineurs. Alors aujourd'hui, à Vaud, ça peut être cela, mais ça peut être, et c'est aussi un endroit particulier, pris en considération par cette association, par le ministère et par le Conseil général de l'Essonne pour y loger spécialement des clandestins. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, cette particularité c'est que ce moulin de veau est dans un endroit que l'on peut considérer comme idyllique pendant quelques instants, mais quand on voit la réalité, ça devient, on comprend tout à fait que les habitants d'Étréchy peuvent avoir véritablement des craintes importantes. Il n'y a pas qu'Étréchy dans la banlieue parisienne. Nous avons trouvé Étréchy et nous sommes venus spécialement à Étréchy parce que c'est vraiment totalement symbolique avec Auvers-Saint-Georges. Mais des Étréchy, il y en a partout. Dans la proche banlieue, dans la banlieue, la grande banlieue, et surtout, je dirais, encore à Paris. Je ne veux pas être trop long, mais je veux dire que le Front National est principalement du côté des habitants de Calais
et des habitants du 18e et du 19e arrondissement de Paris. Je lisais ce matin dans un grand quotidien qui écrit beaucoup, qui a des pages spéciales sur Paris, la situation du lycée Carré dans le 19e arrondissement de Paris, qui a été envahi par les clandestins pendant le mois d'août, si ma mémoire est bonne. Il y a, d'après la mairie de Paris, il y aurait eu la possibilité de loger 80 personnes dans ce lycée qui n'est absolument pas fait pour ça. À l'heure actuelle, ils sont plus de 300. Et il y a une rue qui sépare ce lycée Carré, qui n'est pas en activité à l'heure actuelle, du lycée d'à côté qui est en activité. Les pouvoirs publics, le ministère a fait barrer la rue pour que les enfants et les familles ne passent pas par cette rue, car c'est devenu dangereux de passer par cette rue. Les enfants qui vont dans le lycée d'à côté, du lycée Carré, où il y a 300 clandestins qui habitent, alors qu'il ne devrait pas être plus de 80. Donc, c'est dans toute la banlieue parisienne et dans tout Paris que c'est comme ça. En ce qui concerne le Moulin Nouveau, vous allez avoir un dossier de presse, je ne sais pas si on vous l'a déjà donné, mais avec nos explications et toutes les pièces, notamment une photocopie du site internet, un tirage papier de l'association Monde sans frontières. L'association des propriétaires du Moulin Nouveau a ouvert, qui s'est spécialement constituée, et surtout un article du Républicain de l'Essonne du 24 avril 2014. Vous voyez que la situation dure depuis pas mal de temps, où il est dit noir sur blanc, ce n'est pas du tout nous qui l'avons inventé. Aujourd'hui, l'école du village compte un total de 122 élèves, mais 42 d'entre eux viennent de ces familles de réfugiés. Alors, mesdames et messieurs, ce pourcentage de 42 sur 122 est absolument insupportable. Je prétends, parce que je le sais, que la principale difficulté de l'éducation nationale aujourd'hui, notamment dans les zones urbaines comme à Paris et la proche banlieue, c'est le nombre de nationalités dans chaque classe. Je suis désolé, mais à partir de 10 nationalités différentes dans une classe, il est impossible d'éduquer. Nous ne sommes pas là pour jeter la pierre contre les enfants qui viennent dans ces classes, mais c'est un fait. Et tous les professeurs vous le diront, on peut 10 nationalités, c'est fini. Comme c'est devenu le lot commun, eh bien les parents, toutes les familles, sont extrêmement inquiètes, et croyez-moi, les familles d'Étrechy et d'Auvers sont spécialement inquiètes. Un tract de Sud Éducation sur les difficultés, Sud Éducation 91 continue son tour de l'Essonne et de ses écoles délaissées, et ça rejoint tout à fait notre thématique des quartiers délaissés comme ici, et puis des quartiers sabotés, dont on parlera un autre jour, qui sont les zones urbaines sensibles, les 200 quartiers de zones classés en zones urbaines sensibles dans la région parisienne. Le tract du Front National qui a déjà quelque temps, insécurité à Étrechy, cambriolage, vol, mendicité, le Moulin Nouveau est en cause, etc., etc. Vous verrez tout cela. La lettre ouverte des conseillers municipaux Front National d'Étrechy à M. Bourgeois, le président de la communauté de communes, qui s'appelle la communauté de communes ici entre Juin et Renard, et qui est maire d'Étrechy, pour l'interpeller sur toutes ces difficultés. Vous la direz, je ne vais pas la lire pour ne pas allonger, mais véritablement les inquiétudes sont extrêmement grandes. C'est la lettre signée par M. François Lévy, qui est là, bien entendu. Des questions pour le conseil communautaire du 20 novembre 2014, etc., etc. Voilà. Tout à l'heure, quelqu'un demandait à Marine Le Pen si elle n'allait pas aller essayer de pénétrer dans les habitations du Moulin Nouveau. Elle a répondu évidemment non. Encore une fois, nous ne sommes pas là venus pour stigmatiser ces populations ou jeter la pierre à qui que ce soit. Nous sommes venus là pour dénoncer symboliquement, à l'orée de cette campagne électorale, la politique gouvernementale, la politique départementale et la politique communale d'accueil des clandestins, qui se fait évidemment au détriment de nos compatriotes. Certains m'ont dit « Ah mais oui, mais alors pourquoi parlez-vous de cela ?» Parce que l'accueil des clandestins ne rentre pas immédiatement dans les compétences de la région. Eh bien, la réponse est extrêmement facile.
Nous parlons de ça particulièrement dans le cadre de notre campagne régionale parce que Mme Emma Kos, la leader des Verts, a dit ceci: il faut que la région Île-de-France devienne la région refuge pour les réfugiés, et surtout, M. Barthelone a eu cette phrase extraordinaire: il faut que la région Île-de-France devienne le fer de lance, soit le fer de lance de l'accueil pour les réfugiés. C'est donc eux qui ont commencé à faire leur campagne sur ce sujet-là, à essayer de nous impressionner, à essayer d'impressionner les Français, et nous avons évidemment toute légitimité pour leur répondre, et je crois que la présidente du Front National, tout à l'heure dans son propre propos de cette conférence de presse, parlera spécialement de ce problème, et surtout à son meeting de tout à l'heure. Moi, je vais quitter un instant ce terrain, ces propos relatifs à ces problèmes extrêmement cruciaux, pour vous parler un instant de notre campagne électorale, de la campagne du Front National, qui va se dérouler maintenant sur 3 mois, septembre, octobre, novembre, jusqu'au 6 décembre. Je crois que nous sommes vraiment bien préparés. Nous avons conçu toute notre campagne. Nous sommes conscients de l'importance de cette campagne parce que le Front National n'avait plus d'élus depuis 2010, parce qu'il peut en avoir à nouveau, parce qu'il peut reprendre pied sur la scène politique parisienne et retrouver une plateforme politique au Conseil régional extrêmement important. Nous en sommes conscients de l'importance parce que nous savons de nos militants, de nos adhérents, de nos électeurs attendent énormément de nous, notamment dans cette région parisienne et dans des régions comme ici. Je ne vous rappelle pas les scores qui ont été faits dans ce sud de l'Essonne, dans la Seine-et-Marne, dans le Val d'Oise, au départemental, mais ce sont des scores canons. Jean-Michel Dubois qui est là, il était à 25% de moyenne dans le Val d'Oise au moment des départementales. Les électeurs, les populations de tous ces quartiers délaissés par les pouvoirs publics, par les services publics, attendent énormément du Front National. Alors, en ce qui concerne notre campagne, rapidement, donc aujourd'hui, c'est le lancement général de la campagne. Nous avons déjà une affiche d'affichage libre, et vous l'avez sur les murs ici, et je crois qu'elle a été un peu remarquée. Vous avez notre premier tract qui est sorti. Il y aura 4 tracts de ce genre-là. Ce premier tract est sur les transports. Il a été conçu par nos soins. Il circule un peu comme un véritable journal. D'ailleurs, il s'appelle le tract numéro 1 ou le journal numéro 1. Il est donc avec une page en tête, une 4e de couverture qui rappelle la fiche officielle, et à l'intérieur, un certain nombre de points de programme, de points de dénonciation qui s'articulent comme un journal, et je pense que ce tract sera apprécié. Un deuxième tract va très bientôt sortir, à peu près en même temps, sur le thème de l'emploi et de la formation, et nous aurons 2 autres tracts ensuite dans la campagne. Le premier sur l'immigration et l'insécurité, et le deuxième sur le thème du gaspillage et du copinage. Ce serait trop long si j'abordais aujourd'hui ce thème du gaspillage et du copinage, mais à la région Île-de-France, je crois que ça fait absolument florès. Donc, une affiche là, 4 tracts, 2 autres tracts, un tract spécial pour les villes de moins de 5000 habitants et un tract spécial pour les zones urbaines sensibles. 3 autres affiches, ensuite affichage libre, que nous vous présenterons plus tard, parce qu'elles viendront, je pense, dans le courant du mois de novembre. Notre programme général, nous avons une réunion jeudi avec Dominique Provence, qui est là, qui en est de la cheville ouvrière, pour mettre au point à peu près définitivement notre programme, et il sera dévoilé, je le pense, à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. J'ai vu que M. Barthelone disait que lui, il allait faire ça uniquement en novembre. Je crois qu'il a raison de réfléchir avant de faire son programme, parce qu'il a beaucoup de choses à modifier s'il veut vraiment persuader les électeurs. Nous ferons évidemment beaucoup de visites de terrain.
Maintenant que nous sommes complètement prêts, nous allons pouvoir nous consacrer à ces visites de terrain, à ces actions catégorielles, à aller voir nos concitoyens dès qu'il y a un événement, dès que nous voyons qu'ils peuvent souffrir, comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs mois, même depuis 1 ou 2 ans, surtout à Paris. Nous allons étendre ça avec toute l'Île-de-France. Je crois, pour le moment, je peux dire que nous formons en Île-de-France, avec tous les secrétaires départementaux qui sont là, une bonne équipe, une équipe soudée, et une équipe qui a vraiment envie de travailler et de faire campagne. Je terminerai mon propre propos en faisant état auprès de vous des thèmes principaux régionaux, strictement régionaux, que nous développerons le plus par rapport aux compétences de la région, qui peuvent être à peu près résumées entre 8 et 10 grandes compétences. Là, je veux vous parler très rapidement de 3 compétences particulières. D'abord, la compétence très importante relative au transport. J'ai dit samedi, dans une célèbre émission de France 3, que je crois que cette question du transport, c'était ce dont souffraient le plus les classes populaires et les plus démunies de la région parisienne. Elle est éminemment sensible. Il n'y a pas que le RER, il n'y a pas que le métro, il y a aussi tous les trains corail ou les TER de banlieue et de grande banlieue, tous ceux qui vont à Villers-Cotterêts, à Beauvais, à Évreux, à Orléans, où véritablement nos compatriotes souffrent énormément de l'état de fait extrêmement déficient. Et nous mettrons un accent particulier avec un tract donc particulier sur la question des transports, en privilégiant l'existant et peut-être pas du tout les grands projets comme le Grand Paris Express. Nous ferons un effort spécial aussi en ce qui concerne la formation professionnelle. Nous avons des spécialistes autour de nous qui ont vraiment mis au point des axes originaux, parce que cette formation professionnelle et cet apprentissage sont à la base de la possibilité de retrouver de l'emploi en Île-de-France. Et nous avons fait aussi un effort tout à fait particulier en ce qui concerne l'action économique de la région. On en a déjà un peu parlé, on l'a déjà testé avec la création de la Banque régionale publique d'investissement, avec la création de l'ORES, qui serait un service important de cette banque et qui serait en amont des tribunaux de commerce. En fait, nous voulons faire le parallèle ou le pendant du concept du Front National d'État stratège, avoir le concept de la région stratège, et nous pensons que la région doit aller beaucoup plus loin et de façon très différente dans l'action économique, dans le but exclusif d'aider les entrepreneurs le plus possible et de retrouver surtout le plus d'emplois possible. Voilà, nous sommes pleins de soucis d'abord pour nos compatriotes, pour les souffrances que nous savons qu'ils endurent, mais en même temps plein d'enthousiasme, plein d'énergie, car je crois que, peut-être pas encore plus qu'avant, mais ça ne fait que monter, notamment depuis 2011, le Front National est vraiment dans une pente ascendance perpétuelle, mais là, cette campagne des régionales s'ouvre à point nommé avant la grande bataille, et j'espère que nous aurons les meilleurs résultats au mois de décembre, mais avec la présence de Marine Le Pen lors de ce lancement de campagne, j'en suis déjà presque sûr. Merci, je te passe la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, vous avez déjà votre titre tout trouvé. Marine Le Pen revient aux fondamentaux, parce que chaque fois que je parle d'immigration, on me dit que je reviens aux fondamentaux, que je n'avais d'ailleurs jamais quitté. Il serait quand même assez piquant que le Front National ne parle pas d'immigration quand l'Europe entière en parle. Et quand même l'UMP vient de découvrir que ça pouvait être un problème. Bon. Donc évidemment, nous allons, et je vais, lors du discours de ce soir, évoquer assez largement ce problème, parce qu'il est un problème central. Et ça ne donne pas d'hier. Je me souviens d'avoir interpellé ainsi, lorsque j'étais conseiller régional d'Île-de-France, car j'ai été conseiller régional d'Île-de-France, le président Huchon, en lui disant, mais Monsieur le Président, comment pouvez-vous envisager la mise en œuvre de la moindre politique à partir du moment où vous ne savez même pas combien il y a d'habitants dans la région Île-de-France? Car ça, c'est le grand secret de la politique. C'est que, évidemment, les clandestins n'étant pas comptés, car on n'a pas envie de les compter, si tant est qu'on ait la possibilité de le faire ou qu'on s'en donne des moyens, je ne vois pas comment on peut sérieusement envisager une politique de logement, une politique de transport,
une politique de lycée, et même une politique culturelle, si l'on ne connaît pas le niveau de la pression migratoire dans une région, et particulièrement, il faut bien le dire, dans la région Île-de-France. Or, il se cache la réalité. Et pire que tout, il nous cache la réalité. L'affaire du Moulin de Vaux est très emblématique, car l'on voit ainsi se construire toute une série de paravents successifs qui visent à ce que ne soit pas révélé qu'aujourd'hui, il y a des processus qui sont mis en œuvre et qui visent à trouver de plus en plus de logements d'urgence, à de plus en plus de clandestins. Et la situation va évidemment s'aggraver compte tenu des flux massifs qui commencent à arriver dans nos pays respectifs. Ah, les grandes âmes! Nous sommes généreux, nous allons accueillir l'ensemble de ces flux, Madame Merkel, donnant des leçons de morale, ce qu'elle fait, il faut bien le dire, assez systématiquement, indiquant sur l'ensemble des radios qu'elle allait en accueillir 800 000. Et puis à 63 000, ça cale. Ça cale et elle remet en place les frontières. Quand est-elle irresponsable? Lorsqu'elle remet les frontières ou lorsqu'elle lance cet appel d'air considérable qu'a représenté ces déclarations? Évidemment, quand elle lance des déclarations qui constituent un appel d'air irrépressible pour des centaines de milliers de migrants qui n'attendent qu'une chose, c'est de mettre le pied sur la terre de l'Union européenne. Alors, je vous annonce, pour ceux qui n'auraient pas décollé sur leur portable, qu'à la suite de l'Allemagne, la Slovaquie vient d'annoncer le contrôle à ses frontières, l'Autriche vient d'annoncer le contrôle à ses frontières, et la Pologne vient d'annoncer qu'à la moindre difficulté, elle remettrait elle aussi le contrôle à ses frontières. Que d'années perdues! Que d'années perdues! Alors que depuis des années, le Front National dit que la seule manière de régler le problème de l'immigration et la première des conditions pour essayer de le faire, c'est de remettre en place les frontières nationales. Que n'avons-nous pas entendu de votre part, messieurs les journalistes et éditorialistes, mais aussi de la part de la classe politique française, toutes tendances et toutes couleurs confondues, le PS, les Verts, le PC, l'UMP. Nous étions, nous, des égoïstes, renfermés sur nous-mêmes, nous voulions mettre des barbelés, j'en passe, et des meilleurs, parce qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'imagination en la matière. Voilà. La libre circulation était dans l'ADN de l'Union européenne, c'était le but, l'objectif suprême de cette libre circulation. Eh bien voilà où on en est aujourd'hui. On en est en catimini, les uns après les autres, reprendre la maîtrise des frontières nationales. C'est donc, là encore, le Front National qui avait raison. Et il faut que les Français jugent la classe politique qui, pendant des années, nous a vilipendés pour avoir dit une évidence qui saute aux yeux de tous dans les circonstances que nous connaissons. Alors on nous explique que, j'ai lu, certains éditorialistes nous expliquaient que Mme Merkel faisait ce que souhaitait Nicolas Sarkozy. Alors là, j'avoue qu'on n'a pas entendu les mêmes discours. Parce que moi, il m'a semblé que Nicolas Sarkozy souhaitait rajouter une couche d'immigration avec les réfugiés de guerre. Une belle couche quand même, parce qu'il y a à peu près 260 millions de personnes qui ont vocation ainsi à pouvoir entrer sur le territoire de manière provisoire, dit-il. Sauf qu'en matière d'immigration, nous sommes bien placés pour savoir que c'est quand même du provisoire qui dure. Bon. Et je l'ai entendu réclamer une politique européenne d'immigration. C'est ce qu'il appelle son Schengen 2. C'est-à-dire qu'on se met tous ensemble pour décider à 27 des conditions dans lesquelles nous allons accueillir et selon quels critères une immigration encore supplémentaire. Supplémentaire par rapport aux 200 000 par an qui sont entrés légalement quand il était à la tête de l'État et probablement entre 200 et 300 clandestins. Bon, si on regarde les proportions. Ben c'est exactement ce que Mme Merkel est en train d'imposer.
Donc Nicolas Sarkozy va se réjouir car Mme Merkel se sert en partie de la suspension de ses frontières pour imposer aux autres pays de l'Union européenne des quotas. C'est ce que Mme Merkel considère comme étant une politique européenne d'immigration. Donc la politique à la Schlag imposée par Mme Merkel en matière d'immigration, qui nous avait déjà imposé sa politique à la Schlag en matière économique et monétaire, eh bien je suppose que Nicolas Sarkozy va une fois de plus applaudir à tout rompre. L'UMP vient d'annoncer qu'il réclamait la suspension de la frontière avec l'Italie. On a envie d'en sourire. On a envie d'en sourire tant, je veux dire, ce mouvement est aujourd'hui marqué par le cynisme et l'électoralisme. Alors le Front National s'engage dans ces élections régionales en Île-de-France. En quelques années, le Front National Rassemblement Bleu Marine est passé en Île-de-France du statut de force politique mineure, sans élus, puisque nous n'avons pas eu d'élus lors des dernières régionales, à un parti majeur, qui compte et qui va compter. Il existe aujourd'hui pour le Front National des dynamiques partout, qui prouvent notre capacité aussi bien à convaincre nos compatriotes en milieu urbain, les retraités, les étudiants, des cadres, des fonctionnaires, mais aussi en milieu rural, en tout cas à consolider notre électorat en milieu rural. Quel est l'objectif? L'objectif est d'avoir le groupe le plus important possible pour faire peser la voix des patriotes dans le Conseil régional d'Île-de-France, première région de France, et installer le Front National comme future première force politique d'Île-de-France. Je pense que c'est un objectif parfaitement atteignable, relativement vite, si on alimente la dynamique et le travail réalisé. Valérie de Saint-Just part à la tête d'une équipe compétente, motivée, une excellente équipe qui est déjà en campagne depuis de nombreuses semaines. Une belle campagne de terrain, offensive, face à une candidate UMP dont il faut quand même admettre qu'elle a le plus grand mal à se différencier de M. Barthelone. Elle a voté les transports gratuits pour les clandestins, malgré ce qu'elle peut dire aujourd'hui. Enfin, elle a mis 3 ans à s'apercevoir qu'il allait y avoir des élections, il fallait peut-être qu'elle change son vote. Se faisant ainsi le soutien d'une politique profondément injuste, qui vise à demander aux Français qui gagnent le SMIC de payer un pass Navigo, dont l'ensemble de la classe politique se réjouit, en rendez-vous extraordinaire, il est à 770 € par an. Pendant que les clandestins, eux, qui n'ont aucun droit ni titre sur notre territoire, peuvent se balader tranquillement dans toute l'Île-de-France. Elle a contribué, en soutenant l'Union européenne, à la politique de destruction des services publics, de désertification de la ruralité. Même laxisme face à l'insécurité, même acceptation de l'immigration massive, même gaspillage. Je les ai vus à l'œuvre, je peux en parler en toute connaissance de cause. Je les ai vus, ces UMP, qui venaient sur les plateaux de télévision râler contre les socialistes et qui votaient systématiquement l'intégralité des subventions à toutes les associations communautaristes, toutes les associations clientélistes, sans jamais réclamer la moindre preuve, le moindre rapport sur les activités des associations. Je les ai vus s'opposer à nous lorsque nous réclamions d'arrêter les subventions à ce qu'on appelait les veaux gras, ces associations, car il y en a, il faut que vous le sachiez, qui ont des investissements en bourse, qui sont assis sur un tas d'or, et qui viennent quand même régulièrement au guichet régional pour venir gratter quelques milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros supplémentaires, alors qu'il s'agit là de l'argent des contribuables qui ont de plus en plus de mal à les verser. Alors, je crois avoir compris que les 2 grands axes de la campagne de Valéran seront d'ailleurs des axes tout à fait cohérents. D'abord, les oubliés. Ces oubliés de la grande couronne, mais aussi de la petite couronne, et qui le seront d'autant plus avec le Grand Paris, et j'en parlerai là encore dans mon discours. Ce Grand Paris qui est le symbole de la métropolisation contre laquelle nous nous battons, et qui est une sorte de trou noir, qui va aspirer l'ensemble des activités économiques, des centres de décision économiques, des centres de décision politique,
des administrations au détriment bien sûr de territoires de plus en plus vastes, de plus en plus nombreux, qui ne seront plus bons qu'à la politique de peuplement de M. Valls et de M. Raffarin. Et puis les banlieues patriotes. Ces banlieues patriotes où le Front National a fait des percées très importantes. Je pense, et je rappelle, je pense notamment, mais pas seulement, à la Seine-Saint-Denis, où je rappelle que le Front National est devenu le premier parti aux européennes. Voilà un exemple de ces banlieues patriotes. Parce que les habitants de ces banlieues ont la volonté de sortir du ghetto. Parce qu'ils veulent des élus qui luttent contre le communautarisme. Parce qu'ils veulent faire revenir la puissance publique pour défendre un emploi productif. Parce qu'ils souhaitent que nous défendions l'économie réelle. Parce qu'ils veulent qu'on lutte contre les bandes, contre l'insécurité. Parce qu'ils veulent aussi que les écoles sortent du ghetto. Et je pense là au rôle, évidemment, de la région pour les lycées. Alors oui, partout en Île-de-France, nous allons défendre l'ordre républicain et le patriotisme économique, notamment par la mise en place de critères qui permettent à la région, dans les marchés publics, de faire travailler les entreprises françaises pour protéger l'emploi français. L'Île-de-France est une forme de concentré, c'est souvent le cas des capitales et des régions capitales, de concentrer de tous les problèmes de la France et de toutes les lâchetés de l'UMPS. Alors, oui, bien sûr, nous parlerons d'immigration parce que cette immigration impacte l'ensemble des domaines qui sont de la responsabilité de la région. Mais aussi, et je le ferai ce soir, parce que je crois que les Français sont en train de prendre la mesure du bouleversement historique qui est en train de se dérouler. Et ça n'est pas le cas de nos dirigeants politiques. Ceux-ci pensent avoir affaire, une fois de plus, à une petite crise conjoncturelle qui va probablement se régler dans les semaines qui viennent. Mais par leur comportement, ils font de cette crise qui est déjà structurelle un bouleversement historique qui pourrait avoir des conséquences tout à fait majeures sur notre sécurité, sur notre identité, sur nos économies, sur l'organisation et la cohérence et la cohésion de notre société française. Ce qui me frappe, encore une fois, c'est le mensonge. Le mensonge qui consiste à expliquer que cette situation va être gérée. Mais qui a lancé, qui a été la Madame Merkel de l'Île-de-France? C'est Madame Hidalgo. C'est elle qui a été la première à mettre en œuvre l'appel d'air considérable par son comportement au moment de la mise en place de camps de clandestins en plein Paris. Ah, c'est sûr qu'on les a repoussés un peu des quartiers chics. Hein. Ah, jamais. Parce que l'immigration au balcon, c'est bien, mais l'immigration quand on est sur le trottoir, c'est moins sympa. Voilà. Donc ils viennent s'installer sous les fenêtres, car ils savent qu'en s'installant sous les fenêtres des bobos parisiens, eh bien on leur trouvera immédiatement de quoi les loger, pour pas que les yeux des bobos soient probablement abîmés par la vue de ces bidonvilles en plein centre de Paris. Les bidonvilles, c'est bien, mais pour les autres. Madame Hidalgo porte et portera une très lourde responsabilité. Madame Pécresse, elle aussi, portera une lourde responsabilité, car je dénoncerai ce soir dans mon discours la politique profondément communautariste qui est la sienne, qui a consisté notamment cet été à essayer de draguer le vote musulman en faisant une véritable tournée, non pas des popotes, mais tournée des mosquées et des ruptures de jeunes. Les propos d'ailleurs qu'elle a tenus au cours de ses déplacements sont extrêmement révélateurs de la vision qu'elle a de notre pays.
Alors, ils sont actuellement en train de discuter, ça discute beaucoup. Hein, on fait des grands sommets, des sommets de la ruralité, pour mieux l'assassiner tranquillement. Ah, on fait des sommets, mais on ne va pas au space. Hein. On ne va pas là où il y a des agriculteurs, par exemple. Hein. Les agriculteurs, c'est pareil, de loin. Donc pas un seul ministre, par exemple, n'ira au sommet à Rennes. Bon, moi j'irai. Voilà, moi j'irai, je dis, pour aller précisément à la rencontre des agriculteurs. On fait un sommet des ministres de l'Intérieur de la zone euro pour évoquer le problème des migrants. Ah non, pardon, il ne faut plus dire migrants, il faut dire réfugiés. Parce que réfugiés, ça veut dire qu'ils ont un droit avant même qu'on en ait jugé. Avant même l'analyse de leur dossier, l'utilisation systématique par la classe politique de ce terme de réfugié, que j'avais annoncé dans mon discours dimanche de Marseille, eh bien, fait croire à la population française qu'ils seraient détenteurs d'un droit. Alors avant même, encore une fois, que leur dossier ait été analysé. Je maintiens, je répète, que l'immense majorité des immigrés clandestins qui arrivent dans nos pays ne sont pas des réfugiés politiques et ne remplissent pas les critères de l'asile politique. Je maintiens et je réaffirme que la proportion d'hommes par rapport à la proportion de femmes et d'enfants, j'ai dit qu'il y avait certaines photos dans lesquelles il y avait 99% d'hommes, je maintiens. Mais le Haut Commissariat ou l'ONU ou je ne sais quelle grande institution a dit 75-25. Allez, prenons même ce chiffre. 75% d'hommes, 25% de femmes. Eh bien, s'il s'agissait véritablement de réfugiés politiques, ce serait 75% de femmes et d'enfants et 25% d'hommes. Si ça n'est pas le cas, alors nous sommes là confrontés à une immigration d'installation. Une immigration qui vient pour des raisons exclusivement économiques. Donc, je ne me soumettrai pas au diktat qui oblige la classe politique à parler de réfugiés. J'attendrai d'ailleurs que ces dossiers soient analysés dans combien de temps? Car combien y a-t-il de personnel pour faire face à cette gigantesque vague d'immigration? Je vais adresser dans les heures qui viennent à la Commission européenne une question simple, mais essentielle. Combien y a-t-il dans les institutions chargées de gérer ces flux migratoires? Frontex et le Haut Commissariat aux réfugiés. Combien y a-t-il de personnel arabophone? Parce que pour pouvoir déterminer qui est réfugié et qui ne l'est pas, il faut d'abord parler la langue. Il faut même être capable de déterminer si la langue parlée est bien la langue parlée en Syrie. Car vous le savez, les papiers d'identité ont disparu dans bien des cas et les faux passeports syriens se multiplient comme des petits pains. Ça, la réalité de ce que nous sommes en train de vivre. Nous n'avons pas le début d'un commencement de moyens de mettre en œuvre la politique que nous vendent nos dirigeants européens aujourd'hui. Alors, la réalité, elle est là, un parti socialiste qui essaye de se trouver des futurs nouveaux électeurs, une UMP qui ne cesse de dire la vérité par maladresse, la maladresse de Mme Guettard, main dans la main avec M. Valls pour venir préparer des nouveaux logements pour les clandestins, au détriment des Français qui en attendent depuis des années, la maladresse de Natacha Bouchard, la maire de Calais, qui nous explique comme les Calaisiens devraient être contents de cet apport culturel exceptionnel que représentent les clandestins sur la ville de Calais. Ils ne disent la vérité en réalité que par maladresse. Alors cette campagne régionale va être fondamentale. Le retour du Front National au Conseil régional d'Île-de-France ne fait absolument aucun doute. Le rôle du Front National sera non seulement de faire des propositions, et Valéran a commencé déjà depuis un certain nombre de semaines à détailler les propositions de son programme régional, mais il sera là aussi et surtout pour dire la vérité. La vérité à des franciliens qui sont confrontés à un mensonge quotidien de la part de ceux qui nous dirigent. Je le dirai ce soir, voter Front National, Rassemblement Bleu Marine, ce sera pour les franciliens aussi un moyen de montrer qu'ils ont encore un réflexe de survie.